Vous êtes ici chez vous? Je vous demande pardon, je me suis trompé de porte. Non, non, restez, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, nous déclinons notre magazine autour d'une personnalité, le très complexe Henri-Georges Clouzot. Éminence grise de la firme nazie La Continentale, nous tenterons de faire la lumière sur son rôle pendant l'occupation grâce à un documentaire. Et puis Serge Bomberg, l'aventurier de la pellicule qui collectionne et restaure des films rares, nous fait découvrir un autre visage de Clouzot. Bonjour Claudia Colao. Bonjour. Ça va bien? Ben ça va. Le 14 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Paris. Tous les tournages sont arrêtés et presque toutes les salles de cinéma fermées. Le cinéma français se trouve sous le contrôle absolu des autorités allemandes. Vous êtes l'auteur et la réalisatrice d'un documentaire remarqué au dernier Festival Lumière à Lyon en octobre dernier, que OCS Géant a le privilège de diffuser. Ce documentaire s'intitule « La Continentale, le mystère Greven ». Alors La Continentale, pour certains, on en a entendu parler, mais on ne sait jamais ce qu'il y a derrière et on ne sait pas à quelle époque ça se situe. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Alors, La Continentale, c'est déjà c'est un studio de cinéma créé sous l'occupation par l'occupant nazi, qui privatise au moment de l'occupation tous les studios et tous les moyens qui restent à Paris et tout ce qui n'a pas, fuité en zone libre. Donc Goebbels décide de privatiser tout ce qui reste et il décide de mettre à la tête de ce studio un certain Alfred Greven. C'est un personnage compétent mais désobéissant. En quoi il est désobéissant cet Alfred Greven ? Alors c'est un personnage très très ambigu et un peu bizarre parce que finalement ce qu'on s'aperçoit très vite si on essaye de faire un portrait d'Alfred Greven, c'est qu'il reste rien de ce monsieur à part ses films. Et en plus, quand il est nommé à la Continentale, il arrive avec un blason doré, il est directeur de production, producteur de gros succès en Allemagne. Et il aime bien les Français, il parle très bien français, il connaît la France, donc il va embaucher les meilleurs talents. Et alors, contrairement à ce qu'on peut penser, Alfred Greven, en arrivant en France, il ne va pas produire un cinéma de propagande. Non, en fait, ce qui est très très étrange pour ce monsieur, c'est qu'il, comme il a beaucoup de goût, qu'il aime le cinéma, apparemment il aime la littérature, la musique, c'est quelqu'un de raffiné, tout ça. Quand Goebbels lui dit il faut absolument que tu produises des films de propagande légers au possible, surtout que la population ne réfléchisse pas. Lui, il va évidemment dire qu'il va obéir et ce qu'il va faire, c'est que il va faire des films à son goût, de bon goût. Et donc, il va partir comme tout producteur sur des productions très commerciales, avec les talents du moment comme Daniel Darieux et Decoing, par exemple. Je pense à Premier Rendez-vous, qui a un gros succès, qui est la première production de La Continentale. Vous avez perdu tout bon sens, chantez la fenêtre ouverte. Comme tout producteur, une fois qu'il a commencé à faire des bénéfices et enclencher bien son studio, il va s'aventurer sur des terrains un peu plus délicats, des films d'auteur et tout ça, et quitte à engager des juifs, des communistes. Il va prendre des risques donc ? Oui, en toute connaissance de cause. D'accord. Et parce qu'il pense que ce sont les meilleurs, donc il les embauche. Donc c'est un espèce d'énorme pied de nez aux ordres établis, quoi. Et il y a donc beaucoup de talents, qu'ils soient scénaristes ou acteurs, qui vont rallier La Continentale, et parmi eux, Fernandel. Alors on sait que Greven était un fan de Fernandel. Il aimait beaucoup l'humour de Fernandel et tout ça. Et Fernandel, à l'époque, c'est la star française comique qui fait des entrées, que les Français adorent et tout ça. Et alors, il va faire un truc formidable avec Fernandel, c'est qu'il va lui proposer d'être le réalisateur, son propre auteur. Non seulement Fernandel va être la star comique de La Continentale, mais en plus, il va devenir réalisateur de ses films. Donc, c'est Adrien, c'est Simplet. C'est 2 films pendant la période continentale. Ouais. Tout à fait, et qui font beaucoup d'entrées et qui rencontrent un énorme succès. L'innocent du village, doux comme l'agnelet, je mène la vie d'un sage. Quand on parle de La Continentale, il y a un nom qui vient,
c'est Henri-Georges Clouzot. Est-ce qu'on peut dire que c'est la pièce maîtresse de la Continentale? Moi, j'ai envie de vous dire oui, hein. Même si c'est désobligeant pour Tourneur, pour Decoing, pour même Caillatte, Le Chanois, tout ça. C'est très. Et parce que en fait, Clouzot est pas encore en fait réalisateur. Quand il est embauché à Continental, il est au département des scénarios. C'est lui qui lit les scénarios, qui les trie et qui oriente et tout, qui conseille. Et Greven a l'intelligence de dire à un moment à Clouzot, mais fais un film, quoi. Et donc il fait L'Assassin habite au 21. Et c'est un succès. Il enchaîne un deuxième, qui est le célèbre Corbeau. C'est elle le corbeau. C'est faux. C'est une norme. La lettre est tombée de la couronne que tu as apportée. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas toujours tenue entre les mains. Qu'est-ce que vous dites? Vous osez m'accuser? Vous avez tenu la couronne. C'est vous qui avez mis la lettre. Moi? C'est vous. Est-ce qu'il va y avoir une répression à la fin de la guerre pour tous ceux qui ont, le mot est choisi, collaboré avec la Continentale? Oui. Oui. Et oui, il y en a certains qui vont être punis, oui. Alors il y a par exemple Clouzot qui va être suspendu pendant quelques années. Et puis il y en a d'autres, pas du tout. Enfin, c'est les aléas de la guerre, mais oui, Clouzot... Fernandel, par exemple, ne sera jamais inquiété? Non. Maurice Chevalier non plus? Non, c'est pas pourquoi. Ça reste encore un mystère. Mais tout ce qui est occupation reste très mystérieux, hein. 40 ans après sa disparition, Henri-Georges Clouzot, le cinéaste des Diaboliques et de Quai des Orfèvres, fait l'objet jusqu'en juillet 2018 d'un vaste hommage, dont une exposition à la Cinémathèque française, la ressortie intégrale de ses films en salle et de 2 coffrets DVD. Je supplie, monsieur le baron, de me flanquer sa droite à la pointe du menton. J'ai peur de vous faire mal, Charlie. Non, allez-y. C'est avec Serge Bromberg, l'un des derniers aventuriers de la pellicule, magnifique restaurateur de films et éditeur d'un coffret inédit sur Clouzot, qu'on revient sur la genèse du cinéaste qui fut l'âme damnée du cinéma français et qui débuta sa carrière comme scénariste pour les autres. Grâce à votre coffret, vous faites mentir la réputation que pouvait avoir Clouzot d'esthète du crime. Grâce à vous, on découvre qu'il est bien autre chose qu'un maître du suspense. Notre idée n'est pas de faire mentir, notre idée c'est toujours de faire découvrir. Or, Clouzot s'est installé dans un personnage à partir des années 40 qui jouait du sadisme, de la dualité, etc. En réalité, Clouzot était quelqu'un qui avait énormément de talent, qui avait énormément d'idées, qui a travaillé pendant 10 ans avant de devenir réalisateur lui-même et qui donc a fait ses armes au cinéma. Et je pense que ce chemin vers le Henri-Georges Clouzot public est en soi une découverte incroyable. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur Clouzot avant Clouzot. C'est le hasard qui m'a conduit vers vous, ou la providence, comme vous voudrez. Disons, un hasard providentiel. La genèse du cinéaste qu'on découvre là, c'est celui d'un réalisateur. De 1931, il va être le scénariste des autres. Pendant 10 ans, il va faire des scénarios, des adaptations. Enfin bref, il va apprendre le métier, il va faire ses réglages. Ici, nous ne sommes pas au cinéma. On travaille au grand jour. La confusion qui règne dans le cinéma de Clouzot, elle est liée au danger. Clouzot nous propose des films d'énigmes et peut-être en ça, il permet au spectateur d'être un peu le scénariste de ses films. Est-ce que c'est ça qui fait de lui peut-être cette étiquette qu'on lui a collée, d'être le Hitchcock français? Hitchcock ne laissait pas beaucoup la main à son spectateur, il le guidait beaucoup. Je pense que Clouzot était beaucoup plus ouvert dans sa démarche. C'est vrai qu'il a joué sur l'angoisse, c'est vrai qu'il a joué sur la dualité, mais entre Stéman, Boileau, Narcejac et tous les auteurs dont Clouzot se sera inspiré, puisque en général il ne faisait pas les scénarios de ses films, il en était le réalisateur, mais pas le scénariste, Clouzot a puisé aux mêmes sources. Vertigo, c'est Boileau et Narcejac. Donc quelque part, on est dans ce même univers. Moi, ça m'épate, monsieur Martineau, un type comme vous, un homme de votre intelligence, de votre milieu, puisse nous prendre pour des imbéciles à ce point-là. Puisqu'il était déjà mort, ça va, tu te répètes. Ces films ont de près ou de loin à voir avec l'enfermement. C'est peut-être là les stigmates de ce qui lui reste de sa maladie. Il a souffert d'une tuberculose pulmonaire. Absolument. Clouzot, avant de faire du cinéma, s'est retrouvé dans un sanatorium et il raconte comment, durant de nombreux mois, il restait couché parce qu'il avait du mal à respirer, etc. Et il regardait le plafond. Et au plafond, il voyait se former l'image, des images, telles qu'il aimerait les mettre
en œuvre dans son cinéma. Et du coup, il évoque souvent des moments où, ne trouvant pas comment mettre en place un plan, il ferme les yeux, reproduisant ainsi le blanc du plafond de son sanatorium, et c'est à l'intérieur de lui-même qu'il trouvait la manière d'organiser ses plans et de faire jouer ses acteurs. Clouzot est un très très grand technicien, il y a une grande maîtrise de l'image. C'est vrai qu'on vient du cinéma muet, hein, pendant son enfance, Clouzot voyait des films muets. Chose que n'ont pas eu les gens de la Nouvelle Vague un peu plus tard. Les gens de la Nouvelle Vague ont eu une rareté du cinéma et ont été élevés à l'aune du cinéma des années 30 et surtout des années 40 et début des années 50. Donc la grammaire de Clouzot est une grammaire qui puise aux fondamentaux dans l'ADN même du cinéma, qui est un univers très visuel. Bon, alors écoute, on s'entend bien. S'il arrive quoi que ce soit, tu coupes. De mon côté, s'il arrive quoi que ce soit, je coupe, parce qu'il y a très peu de pellicule. Bon, numéro. Vous êtes prêt? Attention, tu es prêt? Oui. Moteur. Ça tourne. Il ne laissait absolument rien au hasard. C'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché lorsque a commencé ce différend avec le cinéma de papa versus la Nouvelle Vague, c'est que la Nouvelle Vague voulait laisser ouvert le jeu des possibles, des interprétations, etc. Clouzot, lui, était véritablement dans une mécanique, enfin c'était un horloger, c'était quelqu'un qui, soit ça marchait, soit ça ne marchait pas. On ne faisait pas semblant. Et c'est parce qu'il avait cette supériorité que, plutôt que de cette supériorité personnelle, que au lieu de s'enfermer dans le style Clouzot, à 3 ou 4 reprises dans sa carrière, il a dit maintenant, je vais leur montrer que ma manière de tourner est supérieure à mon style, c'est le cinéma lui-même, je vais inventer le mystère Picasso. Tu as déjà une demi-minute de passé. Je vais inventer l'enfer, et là, ça s'est un petit peu moins bien passé, mais c'est merveilleux quand même. Quand Clouzot tourne l'enfer, il invente des vues cinétiques et en fait, il va tourner pendant des semaines, et c'est ce que raconte le film, des images qui ont vocation in fine à n'apparaître que comme des flashs dans le montage final du film. Nous avons la chance ou la malchance, nous n'en saurons jamais rien, que le film n'ait jamais été véritablement terminé par Clouzot et du coup, ces visions qui auraient dû durer 1 seconde ou 3 secondes se retrouvent dans leur intégralité dans les boîtes de rush. En 2017, on commémore 2 personnalités importantes du cinéma, Clouzot et Jean-Pierre Melville. Autant on peut retrouver une empreinte du cinéma de Jean-Pierre Melville aujourd'hui sur les cinéastes contemporains. Est-ce que c'est le même cas pour Henri-Georges Clouzot? Où est l'empreinte de son cinéma aujourd'hui? Permettez-moi de ne pas être d'accord avec cette approche. Parce que quand vous regardez le cinéma américain, quand vous regardez les très grands cinéastes d'aujourd'hui, le nombre de réalisateurs qui reprennent le même genre de cinéma dual. Ou de thématiques, le voyeurisme par exemple. Comme le voyeurisme. Brian De Palma est évidemment le modèle absolu du genre, mais il y en a énormément d'autres. Quand vous parlez à Tarantino, il vous parle de Clouzot. Quand vous regardez Inglourious Basterds, il y a du Clouzot absolument partout. Ce n'est que ça. En fait, mon sentiment, c'est que vous avez tort. Clouzot a laissé plus de traces, ou plutôt in fine, aura laissé plus de traces dans le cinéma que Melville, qui évidemment en aura laissé énormément également. Je ne fais pas de l'anti-Melville. Attention, je coupe, arrête-toi. Allez, laissez-vous aller. La semaine prochaine, on danse à un pas de 2 avec Patrice Lecomte autour de son amour pour Julien Duvivier. Tiens, voilà, qui se fout des candidatons, lui. Et nous aurons également comme partenaire, eh oui, l'immense Marlène Dietrich. Allez, bonne semaine.